par lui-même. Je voudrais essentiellement insister sur deux idées qui seront mes fils conducteurs. C'est que ce qu'on appelle aujourd'hui la crise, c'est quelque chose qui ne débute absolument pas en 2007-2008. Ce qui se passe en 2007-2008, c'est simplement un rebondissement de la crise, l'entrée dans une nouvelle phase. La crise dont il est question, c'est une crise qui débute dans les années 1970. C'est-à-dire que nous sommes, et c'est déjà une singularité historique considérable, dans une crise structurelle du capitalisme qui dure depuis une quarantaine d'années. Et pour qui connaît un temps soit peu l'histoire du capitalisme, c'est totalement inédit. On n'a jamais connu dans toute l'histoire du capitalisme une crise structurelle de pareille longueur historique. Déjà, il y a une singularité de ce point de vue-là. Première idée. C'est donc ce qui se passe en 2007-2008 doit être replacé dans un contexte historique, et même historique mondial, beaucoup plus large. Deuxième idée, c'est que, contrairement aussi à tout ce qu'on va nous répétant, la crise n'est absolument pas quelque chose qui se limiterait, qui se focaliserait, qui se concentrerait dans le cercle, dans la sphère financière. La sphère financière est d'une façon générale une sphère qui est secondaire et subordonnée à l'intérieur du capitalisme, qui dispose certes d'une certaine autonomie, mais une autonomie sous dépendance de l'économie réelle, dont elle est toujours en définitive tributaire. Et les difficultés financières, on va le voir, je vais essayer de le montrer rapidement, ne sont que la conséquence d'une difficulté réelle. Donc, quand vous entendez parler de crise, s'il vous plaît, faites ce double effort qui consiste à dire c'est pas depuis hier que ça date, mais c'est depuis avant-hier, donc depuis au moins les années 70. Et d'autre part, ne vous laissez pas berner sur tout ce qu'on raconte concernant la sphère financière. Ce qui se passe dans la sphère financière, c'est jamais que la traduction de dysfonctionnements beaucoup plus profonds qui ont à voir, en définitive, avec des rapports de production fondamentaux, avec, en définitive, les rapports de classe. C'est-à-dire, au cœur de cela, il y a, en définitive, la bonne vieille lutte des classes. Alors, je ne dispose que de 20 minutes pour vous expliquer ça. Ça va être un peu short. Alors, on va faire très bref, c'est-à-dire en simplifiant, quitte à revenir à la discussion, etc. En gros, la séquence historique qui va des années 70 à aujourd'hui peut se découper en 4 phases. Il y a une première phase qui correspond en très gros aux années 70. C'est la phase d'entrée dans la crise structurelle en question. C'est la phase qui voit se terminer la période glorieuse des 30 glorieuses années de croissance, en gros de l'après-guerre, qui voit cette phase se terminer tout simplement parce que le mode d'accumulation du capital qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale arrive à épuisement. C'est un mode d'accumulation qui était basé sur un compromis entre capital et travail visant à partager des gains de productivité de manière en gros à assurer la croissance des salaires d'un côté et des possibilités d'accumulation du capital de l'autre. Je ne reviens pas sur les raisons de cet épuisement, ce serait trop long. Ça se traduit essentiellement à ce moment-là par une baisse de la profitabilité du capital, c'est-à-dire le taux de profit diminue, donc des incitations à la poursuite de l'accumulation et une part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire dans la richesse nouvellement produite chaque année, qui va croissant. En gros, dans le plateau des années 60, en France par exemple, la part des salaires de la valeur ajoutée est de l'ordre de 69-70%, c'est assez stable. Et là, en quelques années, 73, 74, on bondit de 2 points et le point haut est atteint à 79 avec 75%. Donc, on ne peut plus produire profitablement du point de vue capitaliste dans ces conditions-là. Il faut donc changer de paradigme. On entre à ce moment-là dans une deuxième phase de la crise, après avoir cherché à stabiliser ça par des méthodes classiques keynésiennes. Fin des années 70, début des années 80, le grand tournant, c'est l'arrivée au pouvoir d'équipes en Grande-Bretagne avec Thatcher, aux États-Unis avec Reagan, qui rompent complètement avec les politiques d'après-guerre, les politiques de type keynésienne, pour développer des politiques néolibérales.
l'objectif déclaré de ces politiques libérales, c'est très clairement de faire baisser la part des salaires à la valeur ajoutée, c'est-à-dire, pour parler concrètement, l'austérité salariale, c'est-à-dire un blocage des salaires, ou du moins un blocage relatif des salaires, c'est de faire en sorte que les salaires croissent moins vite que les gains de productivité, de manière que la part de la richesse qui revient aux salariés diminue. Les moyens en sont classiques, je dirais, c'est d'abord laisser filer le chômage, de manière à accroître la pression sur les salariés qui continuent à être employés. C'est développer des formes de travail précaires, là aussi pour accroître la pression concurrentielle. Et ça c'est une nouveauté, c'est la fameuse libéralisation des marchés, et d'abord évidemment des marchés de marchandises, mais aussi des marchés des capitaux, qui visent tout simplement à faire entrer en concurrence internationalement tous les travailleurs, de manière à progressivement faire pression sur les salaires directs et indirects, en mettant en concurrence le travailleur européen avec le travailleur sud-asiatique, enfin, le travailleur ouest-européen avec le travailleur est-européen, ou le travailleur nord-africain, etc. L'ouverture des frontières sous l'angle du marché des marchandises, biens et services, ou du marché des capitaux, les fameuses délocalisations, n'a pas d'autre fonction que cela. Aujourd'hui, c'est absolument devenu clair, de nombreuses années même, n'est-ce pas, on explique aux gars que s'ils ne veulent pas céder sur les avantages dits acquis, s'ils ne veulent pas comprendre qu'il faut rogner sur les croissants de salaires possibles, ben c'est pas grave, on prendra l'entreprise et on les délocalisera dans une banlieue de Shanghai. La chose produit des effets très rapidement. Dès la fin des années 80, les taux de profit sont rétablis, moyennant une baisse historiquement considérable de la part des salaires à valeur ajoutée de l'ordre de 10 points. Historiquement, ça ne s'était jamais vu. On revient même très en deçà de ce qu'était cette part des salaires dans la plupart des pays européens dans le courant des 30 glorieuses, de l'ordre de 4 ou 5. À partir de là, à partir donc fin des années 80, début des années 90, la profitabilité du capital étant rétablie, on pourrait croire que la crise est terminée. La crise du capital, telle qu'elle se présentait une quinzaine d'années auparavant, en 1970, est bouclée. En fait, le capital est tombé le carré dans le sida. C'est-à-dire que, certes, on a retrouvé les moyens de produire de manière profitable, mais on a en même temps étranglé, parce qu'une chose est de produire de manière profitable, autre chose est de parvenir à vendre ce qu'on produit. Or, on a évidemment étranglé l'un des éléments de la demande, l'un des éléments qui permet de vendre les marchandises, à savoir la masse salariale. On l'a étranglé non pas en termes absolus, on n'a pas, je dirais, on n'est pas dans les contextes des années 30, c'est notre spécificité, mais on l'a fait croître moins vite que la richesse sociale globale, et par conséquent, on va se trouver dans ce qu'on appelle classiquement une crise de réalisation, donc une crise de valorisation, une crise de réalisation, c'est la difficulté grandissante à parvenir à vendre ce que l'on produit. Alors ça va donner lieu à une troisième phase de la crise qui s'étend en gros de la fin des années 80, début des années 90, jusqu'au milieu des années 2000. Une quinzaine d'années dans lesquelles, je dirais, le capital semble triomphant. Enfin, d'autant plus, c'est la chute du mur de Berlin, c'est l'écroulement du soi-disant bloc socialiste, c'est le moment où le capitalisme s'avère être l'horizon indépassable de tous les temps. Toutes les alternatives historiques semblent avoir fait échec. Le mouvement ouvrier européen est en plein repris et en plein débandade. C'est d'ailleurs une des conditions et une des raisons aussi de ce rétablissement du taux de profit. Et par conséquent, le capital peut y aller, pourrait-on dire, en avant. Le problème, c'est que ça ne se présente absolument pas comme ça. Et si on considère ces 15 années, on se rend compte qu'elles sont caractérisées par 5 traits très caractéristiques. C'est la croissance redémarre généralement de manière très vive pour s'étrangler au bout de 2-3 ans. On a une espèce de rythme de stop and go sur 2-3 ans. On pourrait reprendre ça, c'est
d'arrêt, c'est 92-93, c'est 97, c'est 2001 et ça sera 2007. Deuxième caractéristique, c'est que, curieusement, le capital s'accumule moins vite à ce moment-là qu'il ne pourrait s'accumuler. C'est-à-dire le taux d'accumulation est inférieur au taux de profit. Donc ça signifie qu'une partie des profits réalisés par les entreprises ne servent absolument plus à former du capital. Ça sert à quoi? Troisième caractéristique, ça sert d'abord à des dépenses improductives, c'est-à-dire, autre caractéristique de cette période, c'est qu'on voit le secteur le plus florissant de l'accumulation du capital sur ces 15 dernières années, c'est toute l'industrie du luxe et toute la consommation du luxe. C'est-à-dire qu'une partie de la plus-value, évidemment, traditionnellement pas dans les poches des capitalistes, il faut aussi qu'ils vivent ces gens-là, n'est-ce pas? Il faut même qu'ils vivent bien, mais là ils se mettent à vivre de plus en plus bien, si on peut dire, c'est-à-dire à dilapider une partie de la plus-value sous forme de consommation de luxe. Le quatrième trait de cette période-là, et qui est un autre indice de cet étranglement, c'est qu'on voit se gonfler la sphère financière. Et ça, c'est un indice profond de la crise. Parce que quand la plus-value ne peut plus s'accumuler en forme de capital industriel ou de capital commercial, quand elle ne peut même plus, pourrait-on dire, se dépenser, ou elle atteint ses limites au niveau de la dépense en termes de revenus des capitalistes, il reste encore un moyen de s'utiliser, qui est un moyen, pourrait-on dire, dérivé, c'est cette économie de monopoly dans laquelle on forme des profits spéculatifs en s'échangeant des titres, c'est-à-dire en s'échangeant du papier. C'est le boursicotage, mais évidemment le boursicotage à vaste échelle, à échelle mondiale, et avec des boursicoteurs qui ne sont pas M. Tartampion et M. Dupont, mais qui sont les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les fonds de placement, les fonds de pension, les fonds spéculatifs, etc. Ce gonflement de la sphère financière qui ne peut aboutir à quoi elle aboutit périodiquement, c'est-à-dire à des cracks retentissants, c'est ce qui se produit en 92-93, c'est ce qui se produit en 97, c'est ce qui se produit en 2001, ponctue justement constamment cela. Et cinquième élément, qui d'ailleurs est cohérent avec l'ensemble, c'est que il faut en même temps qu'on organise sciemment un endettement de plus en plus massif des salariés, parce que c'est la seule manière de continuer à leur permettre de consommer à la hauteur de la production. Donc on va non pas augmenter les salaires, mais augmenter en quelque sorte les promesses de salaire sous la forme de crédit à l'endettement. Et vous avez à partir de là les deux données de cette fameuse crise de 2007 qui éclate aux États-Unis, mais en même temps en Grande-Bretagne, mais en même temps en Espagne, et sur le modèle qui est exactement celui-ci. D'un côté, vous avez un excès de capital qui ne sait plus comment se placer et qui se place malgré tout encore sous la forme d'un capital financier, c'est-à-dire en investissant dans des secteurs à forte croissance, de préférence spéculative, et le secteur par définition correspondant à cela, c'est l'immobilier, et que l'on va chercher à soutenir en provoquant l'endettement des ménages de salariés. Et évidemment, on sait qu'à un moment ou à un autre, tout le monde le sait, mais c'est comme lorsqu'on joue au mistigris. Le problème, c'est de ne pas rester le dernier avec la sale carte en main. C'est-à-dire d'être le dernier à avoir dans ses actifs, parmi ses actifs, des titres pourris, construits sur d'autres titres pourris, eux-mêmes construits sur des titres pourris, etc. Ça craque en 2007-2008, et à partir de là, on bascule dans la dernière phase, celle qui voit une montagne, mais une montagne qui se chiffre par dizaines de milliers de milliards. Je dis bien, c'est cet ordre-là, des dizaines de milliers de milliards de titres, c'est-à-dire de promesses de validation de valeurs qui sont encore à produire ou à réaliser, qui craquent, et où, évidemment, le capital incapable d'éponger par lui-même ces dettes-là fait appel à la seule puissance qui puisse l'éponger, ça s'appelle l'État. Cet État qui est le galeux, le pourri, le gangster
dénoncé par tous les libéraux depuis 20 ans, mais évidemment, c'est à lui qu'on va faire appel. Et c'est lui qui va sauver la mise. Et alors, on a, c'est avant-hier, hein, on a ce spectacle extraordinaire de gouvernements qui avaient fait tout leur fonds de commerce sur la dénonciation du Moloch étatique, qui sont tous des néolibéraux, mais plus que ça, tu meurs, et qui vont jusqu'à nationaliser les banques pour les sauver. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, par exemple. C'est ce qui même s'est passé aux États-Unis, où pendant un moment, on a nationalisé une partie de l'industrie automobile. Chrysler, General Motors, Ford a refusé de la partie, et on lui a proposé pour sauver le capital. Évidemment, ça consiste en quoi l'opération? Ça consiste tout simplement à convertir une bonne partie de la dette privée en dette publique. C'est-à-dire qu'on va demander aux États, c'est-à-dire aux contribuables, de se porter garant de la validation de l'émission de tous les titres de propriété, de tous les titres de crédit qui ont fait partie de la phase antérieure. Première raison de l'explosion des dettes publiques. Deuxième raison, c'est qu'évidemment, cette explosion de la bulle financière a des répercussions sur l'économie réelle, sous la forme d'un ralentissement considérable de la croissance. Il faut donc aussi que les États mettent une deuxième fois la main au panier, c'est-à-dire dans votre poche, pour soutenir l'activité économique qui est en train de ralentir, et il faudra mettre une troisième fois la main au panier, tout simplement parce que ce ralentissement, si on arrive à le ralentir, à ralentir le ralentissement, c'est-à-dire éviter que la récession ne soit plus une simple dépression, on a quand même connu une courte phase de dépression en 2008-2009, ça se traduit aussi par de moindres recettes fiscales. Donc l'État se trouve sollicité en quelque sorte 3 fois pour sauver le capital financier, tout ce qui peut en être sauvé, pour soutenir à bout de bras par un accroissement des dépenses publiques l'ensemble de l'activité économique et, en définitive, pour voir ces recettes diminuer. Et on en est encore là. Et on en est là d'autant plus que la seule manière, évidemment, d'en sortir, qu'ils imaginent ces gens-là, c'est que pour apurer la dette publique, c'est-à-dire la dette privée transformée en dette publique, il n'y a que deux manières. C'est augmenter les recettes publiques, c'est-à-dire en définitive les impôts, ou bien diminuer les dépenses publiques. Augmenter les recettes publiques, quelle horreur! Des gouvernements s'aspirant au modèle néolibéral ne peuvent pas y consentir. Quand ils y consentent, c'est de la pire manière qui soit, c'est-à-dire en augmentant généralement les impôts indirects, qui sont les plus injustes socialement, TVA. Et il reste encore, évidemment, l'autre option, qui est celle que l'on va favoriser, qui consiste à tailler dans les dépenses publiques. Alors, tailler dans les dépenses publiques, ça signifie quoi? Ça signifie diminuer le nombre des fonctionnaires, faire pression sur leur salaire, ça signifie des coupes claires dans les équipements collectifs, dans les services publics, etc. Ça signifie en définitive ajouter à l'austérité salariale un deuxième facteur de dépression de la demande, qui est l'austérité budgétaire. Et ça explique pourquoi ces politiques qui sont systématiquement poursuivies depuis quelques années ne peuvent qu'aggraver l'ensemble du processus. Et qui fait que de plan d'austérité en plan d'austérité, en quelque sorte, chaque plan d'austérité prépare la nécessité de le suivant. Et on en tombe en définitive sur ce qu'évoquait Renaud, à savoir que, évidemment, c'est la crise qui justifie la crise. C'est la crise qui justifie des mesures d'austérité qui ne font qu'aggraver la crise et ainsi de suite. Alors, comment en sortir? Ça dépendra. J'espère ne pas en déborder. Bon, il reste 2 minutes.